c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour sur cette nouvelle émission de RLP Business, aujourd'hui en direct de Coulommiers-Chamiers. Aujourd'hui un spécial marketing avec, vous le connaissez déjà, Pascal Percheron du réseau Accessible, si je me souviens bien, entrepreneur périgourdin qui va nous parler de LinkedIn et de marketing en ces temps troublés. Pascal, bonjour, tu vas bien ? Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Bonjour Pascal. Eh bien écoutez, on y va tout de suite, ne bougez pas. C'est après la chronique de la semaine. Les actualités. Actualité, économie France. Il y a un trou dans le budget, il va falloir rembourser. Et le saviez-vous, la France est désormais sous tutelle européenne et si le budget ne passe pas, il y a possibilité de tutelle sous FMI avec scénario à la grecque. Alors en fait, en bref, ça parle de budget de crise, de trou financier, de problèmes de recettes, mais personne ne parle des dépenses. La France, en fait, c'est comme un entrepreneur débutant qui n'y connaît rien. On sait dépenser, mais on ne sait pas faire rentrer ni faire fructifier. Exemple, en 2021, la France a versé 13 milliards d'euros aux pays éligibles à l'APD, aide publique au développement, selon une base de données lancée par Bercy, dont la Chine. Il faut savoir que la Chine, qui aujourd'hui dans les mégalopoles sont bien plus avancées que les nôtres, on leur donne plusieurs centaines de millions d'euros par an. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, grand succès s'il en est, nous a coûté 120 millions d'euros à elle toute seule. Et surtout, nous avons perdu, égaré, maladroitement, comme ça, sans faire exprès, 100 milliards d'euros du budget 2023. Mais bon, la Banque mondiale nous donnait des idées, 41 milliards ont disparu du financement climat. Alors, pour payer tout ça, on enchaîne les bonnes idées, parce que vous comprenez, cet argent n'est pas perdu pour tout le monde, il faut bien qu'il rentre afin qu'on puisse en profiter. Donc, suppression d'un jour férié, moins de remboursement médecin, taxes sur les chiens, retour comme au temps de Napoléon, mais à l'époque il avait une bonne excuse, c'était pour lutter contre la rage. Donc là aujourd'hui on va taxer Médor et éventuellement aussi taxes sur les abonnements électriques et au gaz, augmentation de la TVA sur le gaz et l'électricité, augmentation de l'abonnement gaz et électricité, bah oui on va augmenter l'abonnement, comme ça on pourra augmenter la taxe sur l'abonnement et la TVA sur l'abonnement, confère la CSG qui est une taxe sur une taxe, taxe sur les chaudières à gaz, taxe sur les voitures non électriques, allez taxe sur les voitures électriques, taxe de départ à l'étranger, taxe sur la viande rouge, taxe expatriée, taxe sur la malbouffe, faut que tu craches, faut que tu payes, enfin bon, c'est une vieille chanson qu'on connaît bien tous. 42% des chefs d'entreprise interrogés s'attendent à une réduction de leur marge nette en 2024. Alors surprise, les difficultés de recrutement restent de loin le premier frein à l'activité et au développement des PME et TPE françaises. 78% des PME TPE ayant eu besoin d'embaucher au cours des 12 derniers mois ont rencontré des problèmes de recrutement. Et dans les problèmes de recrutement, il y a cette fameuse trappe à bas salaire dénoncée par 34% des entreprises. En fait, les gens ne veulent pas être augmentés beaucoup plus que le SMIC parce que avoir une promotion ou avoir une formation ou de nouvelles responsabilités ou même passer cadre, eh bien ça signifie avoir moins d'avantages sociaux, une hausse d'imposition et autres. C'est quand même un sacré problème parce qu'on peut engager assez facilement des temps partiels ou des petits salaires, mais dès qu'il faut monter un petit peu, soit on prend du haut cadre, mais dans cette tranche du milieu, les gens ne veulent pas venir et on n'arrive pas à en trouver. C'est certainement pour cela aussi qu'il y a des problèmes de recrutement. Alors Pascal Percheron, toi qui es dans le monde de l'entreprise, déjà, premier avis, que penses-tu de ce budget extraordinaire qu'on est en train de nous proposer ? Et puis après, très rapidement, le recrutement, est-ce que toi aussi tu constates et est-ce que quelque part, on ne fait pas tout ce qu'on peut pour nous empêcher de travailler parce qu'on est entrepreneur dans ce pays, quoi ? Ah bon, on va tout de suite partir sur la dernière question que tu as soulevée. D'accord, vas-y. Lâchons-nous. C'est prohibitif. C'est ce que l'ensemble des taxes, l'ensemble des contraintes, l'ensemble des lois. On est dans un pays ultra bureaucratisé et en fait, quoi qu'on fasse, on va prendre un exemple très clair. On veut développer, je publie un flyer. Sur ce flyer, j'ai au moins 10 informations à mettre dessus pour respecter la loi.
Et si je suis pris les doigts dans la confiture à ne pas respecter cette loi, je peux subir jusqu'à 1 500 € d'amende par infraction constatée. Quand on est petite entreprise et que l'on veut créer quelque chose de marketing, un outil de développement commercial, on est tout de suite contraint parce qu'on doit être expert juridique en développement commercial avant même d'être développeur de sa solution. C'est la surréglementation, en fait. Exactement. Et on en crève. Ouais. Alors, ça, la surréglementation, on en crève, c'est pas nouveau, ça fait 30 ans que je l'entends. Ouais. Le candidat Chirac en parlait déjà, donc c'est pour dire que ça remonte à un certain temps. Mais il n'y a pas vraiment de volonté de changer ça. Mais ça s'est pas amélioré d'ailleurs. Absolument. Bon. Alors en ce qui concerne le recrutement, après, j'en discute avec certains cabinets de recrutement. Il y a un problème de sourcing avec les candidats, et puis il y a un problème aussi vis-à-vis des entreprises qui recrutent, qui cherchent le meilleur rapport qualité-prix, et souvent c'est le meilleur rapport compétence à un prix le plus bas possible. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir recruter, mais c'est normal aussi de la part des entreprises de vouloir minimiser le salaire, parce qu'une fois que la personne est dedans, justement, il y a des contraintes et on peut pas la virer comme ça, quoi. Mais est-ce que ce problème de recrutement, c'est vraiment parce qu'ils veulent pas les payer comme on l'entend vraiment, ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de personnel qualifié? C'est pas qu'ils veulent pas les payer. Non, mais je veux dire, je simplifie, je vais rapidement. Oui, mais je veux dire, quand quelqu'un coûte 1 500 balles, ça coûte 3 000 balles à l'entreprise, si on schématise les chiffres. Donc, en fait, quand on recrute un commercial à 50 000 balles, parce qu'il exige 50 000 balles de net à l'année, plus la voiture, plus des avantages mutuels, etc., c'est un budget monstrueux. Est-ce que ce commercial est capable de soulever 100, 200 000 balles de chiffre d'affaires? C'est ça l'équation, en fait. Ou attention, c'est pas 200 000 balles de bénéfices. Ah oui, en bien plus, sûr. Le chiffre d'affaires, si tu marges à 20 ou à 30, il ne paye pas son salaire, quoi. Je simplifie largement. Bien sûr. Et on a... et puis de toute façon, la France a trouvé la solution. On est tous auto-entrepreneurs. Oui, moi j'entends beaucoup de gens qui ne veulent plus de salariés. Oui, absolument. Et donc mais c'est peut-être aussi une évolution du monde social et du travail. Mais après, ce n'est pas vraiment ma compétence de parler du recrutement et j'ai pas de salariés, moi, personnellement. Non, mais vous l'aurez compris, le monde de l'économie française est plus que jamais une jungle remplie de pièges et de contraintes dans lesquelles il faut s'adapter. Et pour s'adapter, on se met au marketing et de marketing de l'entreprise, notamment c'est LinkedIn. On en parle tout de suite, ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Alors, LinkedIn, réseau social pour les professionnels, mais LinkedIn est-il vraiment un outil pour faire du business et de l'activité? Oui. Absolument. Alors déjà, sur LinkedIn, en France, il y a 60 millions de comptes, à peu près. Je sais pas, c'est des chiffres que je regarde de temps en temps. Donc j'ai retenu cette donnée-là. Pour une population active de 35 millions. De Français. Oui, d'accord. De francophones. Parce que LinkedIn, c'est beaucoup plus que ça dans le monde. Bien sûr. Et donc, en fait, tout le monde y est. Oui. Et tout le monde y est, mais personne ne sait pourquoi il y est. En fait, c'est faux. Il y a des gens qui savent pourquoi ils y sont. Ils arrivent à faire des choses, à tirer leur épingle du jeu. Et LinkedIn est une plateforme totalement atypique, puisqu'on a Instagram, Facebook, TikTok, tout ça c'est pour les particuliers, ce qu'on appelle du B2C. On a YouTube, qui peut être assimilé à un réseau social parce que c'est la seule plateforme qui permet, quand on pose une vidéo, comme un replay d'une interview vidéo sur RLP, par exemple, on peut l'écouter 10 ans plus tard. Et donc ça, sur les autres réseaux sociaux, ça n'existe pas. Et puis, il y a de la singularité LinkedIn, qui est un réseau social pour les chefs d'entreprise. Donc, il n'y aura pas le hashtag moment complice avec mon steak et mes copines à table. Mais ça commence à le devenir, en fait. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une dichotomie entre les utilisateurs, qui sont des chefs d'entreprise, ce que j'appelle la real life, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment dans la vraie vie, qui ont une activité qui n'est pas très romantique, ça va être assureur, agent immobilier, conseil, gestionnaire, comptable, etc. Et ce sont des gens qui sont sur LinkedIn parce que c'est un endroit où la singularité de LinkedIn, c'est que les gens perçoivent le rapport LinkedIn, en tout cas les interactions LinkedIn, comme étant fiables. Et contrairement à Facebook, TikTok, etc., les autres, où on a du mal à identifier ou à avoir confiance dans les gens qui prennent contact avec vous. Parce qu'il y a des recommandations sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'on peut faire certifier plus ou moins. Alors, on peut faire il y a les certifications de profil, mais même sans la certification de profil, la plupart des interactions entre les chefs d'entreprise ou entre les acteurs,
on va dire les joueurs sur la plateforme, le taux de confiance est le plus élevé de toutes les plateformes réseaux sociaux qui existent dans le monde. Parce que c'est du professionnel. Parce que c'est du professionnel et parce que jusqu'à présent, c'était une plateforme dans laquelle les gens étaient considérés que leur compte, leur page d'accueil, c'était un CV dynamique, on peut le dire comme ça, Oui. alors que ce n'est pas du tout le cas, mais bon, bref, peu importe. Et que, en fait, comme on communique non pas sous couvert d'eux, avec un faux profil, mais on communique au nom de sa marque, eh bien, on a un devoir de probité, on a un devoir d'intégrité, on a un devoir de parole portée qui n'est pas exagéré, qui n'est pas... on va pas parler des ovnis, on va pas parler de... Pas beaucoup, on va dire. Pas encore. Pas encore, pas beaucoup. Il y en a certains, mais bon, pas beaucoup. Mais ce que tu dis est vrai. Je me souviens qu'à une époque, j'avais mon blog pour ce qui était ma vie privée. J'avais mon site pro avec mes références, mon CV et puis ce que je présentais autour. Mon blog a été effacé par Facebook. Oui. Où là, effectivement, c'était les enfants, c'était le social, c'était les loisirs, c'était regarder ce que je mange, tout ça et autres. Et puis, je me suis retrouvé à envoyer en signature de mes emails ma page LinkedIn, parce que dessus, j'avais mon CV, mes recommandations, mon réseau, et ça faisait partie de mon image de professionnel. Absolument. Mais j'ai toujours cette signature à la fin de mon mail, d'ailleurs, mon compte LinkedIn. Voilà, ça fait une dizaine d'années à peu près, oui. Si on regarde bien. Avec une évolution depuis 3 ans, qui est arrivé et qui s'appelle le personal branding. Et en fait, les gens n'ont plus envie d'acheter une marque, ils ont envie d'acheter une relation. Et je reprends les propos de Tougan Barra. Les gens ont envie d'acheter de la relation et donc LinkedIn s'est transformé en un véritable réseau social, relationnel. Oui, c'est vrai. Et où chacun va pouvoir... mettre en avant ses valeurs. C'est vrai. Il y a quelques années, je postais mon CV, je ne m'en occupais pas. Oui. J'envoyais les gens le voir. Maintenant, régulièrement, je vais dessus à des notifications, j'échange, je regarde ce qui se passe, alors qu'avant, je ne le faisais pas. Exactement. Et même, je conseille, puisque j'accompagne des chefs d'entreprise, enfin, je crée un atelier depuis cet été. J'ai fait un atelier mensuel dans lequel les entreprises, c'est offert. Les entreprises locales de Périgueux, de Dordogne, la dernière, c'était vendredi dernier. On a eu une entreprise de Bergerac qui est venue. Et pour développer leur compte LinkedIn avec les bonnes manières, les bonnes pratiques. Parce qu'en fait, il y a plusieurs points à maîtriser sur LinkedIn. Et puis, surtout, ce que j'apprécie avec LinkedIn, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le SSI, le Social Selling Index. Donc, c'est gratuit. Il suffit de taper SSI LinkedIn sur Google. Et on va voir quel est notre score. On va pouvoir se comparer dans notre profession, c'est-à-dire quand on est sur LinkedIn, on se qualifie, on dit quel est le domaine professionnel auquel j'appartiens. Moi, par exemple, c'est conseil marketing, mais on peut être assureur, on peut être ce qu'on veut. Et donc, le SSI va nous donner un indice qui va nous permettre de comprendre ce que LinkedIn attend de nous pour se développer au travers de 4 éléments et surtout va nous permettre de pouvoir mesurer cet indice. À partir du moment où je sais d'où je pars et ce que je veux faire, je peux mesurer ma progression. Et c'est le seul réseau social aussi qui permet de faire ça. D'accord. Alors, LinkedIn, il y a aussi une progression, c'est que j'ai vu avec l'évolution au fur et à mesure du temps, ce ne sont plus forcément que des CV qui sont dessus, ce sont aussi des entreprises et des vitrines d'entreprises. Donc, tout à fait. Aujourd'hui, une société va aussi se promouvoir et se mettre en avant sur LinkedIn, y compris pour le recrutement. Absolument. Alors, c'est un des gros business de LinkedIn, d'ailleurs, puisque en fait, LinkedIn fait payer les annonces, etc. Et c'est la réputation, je ne l'ai pas fait, mais la réputation, c'est que c'est un des coûts les plus élevés en termes d'achat d'ads sur le digital. Et effectivement, on peut recruter. On peut, donc, pour un salarié, un indépendant, quelqu'un qui en fait a un compte personnel, il peut très bien paramétrer sa page pour mettre des mots-clés dedans, la présenter de façon à être sexy pour les recruteurs, tout simplement, quoi. Alors, dans ta formation, qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que tu apprends aux gens ? Alors, c'est pas une formation, c'est un workshop, c'est un atelier. D'accord, dans ton atelier. Voilà, donc en fait, c'est un atelier qui est limité à 8 places, une fois par mois. Tout simplement parce qu'au-delà, ça devient un peu le brouhaha, la cacophonie, et on perd du temps. Donc, les entreprises arrivent avec leur PC, et puis leur compte LinkedIn, et on fait un point. Et donc, on commence par mesurer le score SSI.
D'accord. qui est déjà un petit choc pour tout le monde, puisque la plupart sont entre 30 et 55% pour l'un des plus élevés. Et en fait, on commence à avoir ce qu'on appelle un reach, c'est-à-dire une existence sur LinkedIn et d'être vu et porté par la plateforme à partir de 65-70 points sur 100. Donc, l'un des objectifs, c'est de dire, OK, je pars de 30-33% pour la plupart des gens, et je vais pouvoir, à partir de cet indice-là, travailler sur plusieurs éléments. Le premier élément qu'il faut comprendre quand on a un compte LinkedIn, c'est notre page perso ou notre page pro. Alors, ce sont deux outils différents, mais on va parler de la page perso plutôt. La page perso, c'est un bandeau, c'est une photo, et puis c'est un titre. Et la grande mode pendant 10 ans, ça a été j'aide les entreprises à faire virgule, nanana, nanana. Mais si on regarde bien et qu'on défile le mur d'actualité de LinkedIn, c'est souvent j'aide les entreprises à 3 petits points. Donc en fait, le nombre de caractères étant limité, on a plutôt intérêt à avoir un titre qui ait une promesse conso immédiate, quoi. Et puis ensuite, en dessous de ça, on va pouvoir bénéficier d'un call to action. On peut mettre en avant son site internet avec une URL de destination. Call to action, appel à l'action. Oh, pardon. Non, tu as raison. C'est bien de dire les deux. Oui. Parce que dans ce monde-là, on parle anglais. Oui. Et on va aider les gens à y aller en leur donnant la traduction en même temps pour qu'ils comprennent. Oui, pour les faire rentrer dans cet univers, le call to action, appel à l'action. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de faire quelque chose. Clique ici, fais ça, fais ci. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la page que l'on va développer pour soi est une page qui va être la destination finale avant de passer à l'étape d'après. Et on appelle ça une landing page d'ailleurs. C'est une page d'arrivée sur laquelle on arrive. Voilà. Exactement. Alors pour les profanes, on va plutôt dire que c'est une boutique virtuelle. D'accord. Avec une vitrine, avec un magasin, avec une caisse enregistreuse, avec une cabine d'essayage, etc. Et donc, en fait, c'est un magasin virtuel. Et donc, il ne faut plus du tout penser en termes de CV, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Ça ne sert à rien. En fait, quand la personne vient sur notre page, c'est qu'elle a été interpellée par une communication ou un commentaire que l'on a fait, et donc va aller plus loin. Je veux en savoir plus sur cette personne qui m'a interpellé, qui a déclenché chez moi soit une émotion, soit une interrogation, etc. Et donc, quand j'arrive dessus, la première impression, c'est toujours la bonne. On n'a jamais une deuxième occasion de faire une première impression, et donc on doit travailler sa page d'accueil sur ces 3 points-là, sur le bandeau, sur la photo de profil. On ne met pas son logo, on met sa tête, parce que c'est un être humain. Voilà. C'est un être humain et on veut parler à des êtres humains. Oui. La deuxième chose, ça va être donc effectivement le titre. Et le titre, c'est pas... on voit souvent, d'ailleurs c'est un défaut des salariés, entre guillemets, qui ne sont pas formés sur LinkedIn, c'est responsable commercial. Donc je suis... c'est le nom du poste, en fait. Paul Durand, responsable commercial, parce que c'est ce qui a marqué sur ma fiche de paye. Mais en fait, j'ai pas du tout de valeur, je sais pas ce que ça apporte à mes clients. Et donc, si quelqu'un vient sur mon profil LinkedIn, il sait que je suis employable à ce niveau-là. Voilà. Mais ce n'est pas du tout ce que j'apporte à mes clients. C'est pas du tout la proposition de valeur. Donc, le titre devrait être une proposition de valeur. Et puis ensuite, juste en dessous, vous avez donc l'appel à l'action, le call to action. C'est une URL de destination. Et c'est là où cette personne m'a interpellé, j'arrive sur sa page, bonne impression, beau bandeau, bonne tête. J'ai envie d'un titre qui m'évoque quelque chose. J'ai envie d'en savoir plus. Et donc là, je clique. Et on peut même, ce qui est intéressant, c'est une URL de destination, c'est https://waf mon site merveilleux.com. Grâce à LinkedIn, on peut maquiller cette URL de destination et la transformer en une phrase. Découvrez mes services. En savoir plus, télécharger gratuitement ceci ou cela, etc. C'est toujours la même URL derrière, mais on peut la transformer en argument commercial. D'accord, et donc ça, c'est très intéressant. Un lien cliquable, en fait. Un lien cliquable, exactement. Et ensuite, on va avoir à propos. Donc ça va être qu'est-ce que j'apporte. Et là, si on commence la phrase par je, on est mort. On doit commencer la phrase par qu'est-ce que j'apporte à la personne qui est en train de me lire. Bienvenue et voilà, welcome. Et qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Qu'est-ce que je résous comme problème dur, douloureux, urgent, reconnu? Et donc là, c'est vraiment déjà un argumentaire de vente. Donc c'est plus du tout un CV dynamique, c'est vraiment une page de vente. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, on travaille là-dessus dans l'atelier pendant une bonne partie de cet atelier, d'ailleurs, parce que la plupart des entreprises, déjà, se posent la question. C'est quelle est la taille du bandeau que je vais mettre? Où est-ce que je situe les choses? Est-ce que oui, mon parce bandeau... qu'il est redimensionnable. Il faut que ça passe sur téléphone, il faut que ça passe sur ordinateur. Exactement. LinkedIn, c'est du pro, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du téléphone et de l'ordinateur. Exactement. Donc, il faut vraiment penser aux deux. Et c'est pas si évident de faire une jolie bannière. Non, d'ailleurs, ce que je recommande, c'est qu'en fait,
fait, il doit y avoir un titre ou plutôt une accroche publicitaire, on va le dire comme ça, c'est-à-dire vraiment une promesse conso forte sur le bandeau. Et ça ne doit pas être une redite du titre. Donc c'est un autre travail derrière. Donc il y a vraiment un travail de fond sur quand je suis devant un magasin, j'ai une vitrine, j'ai une enseigne. Donc la vitrine, ça va être ma tête, parce qu'on a envie de travailler avec moi. Le bandeau, ça va être l'enseigne. Et puis ce qu'on va voir à l'intérieur, c'est l'ensemble des publications que je vais faire. C'est le à propos, c'est pourquoi cette personne est légitime à me dire ça. Et donc je vais oublier qu'il y a 30 ans, j'ai fait ci, ou il y a 15 ans, j'étais ça. Mais plutôt, je vais valoriser l'expérience que j'ai eue dans le domaine et la prestation que je propose aujourd'hui. Donc la page personnel LinkedIn doit être absolument travaillé dans ce sens, c'est-à-dire si tu viens jusqu'à moi sur ma page et visiter, welcome, bienvenue, et d'ailleurs je vais te donner raison. Et en fait l'idée c'est de sortir la personne de LinkedIn ou d'enclencher un message à l'intérieur de la plateforme LinkedIn pour rentrer en mode conversationnel. Et la deuxième chose que l'on va voir dans cet atelier, c'est comment on fait pour faire une bonne communication sur un réseau social. Donc on va voir les 4 étapes d'une communication, le visuel, ce qu'on appelle un scroll stop. Tout le monde fait ça. Hein. C'est Danny Boone qui disait si vous voulez rendre un adolescent dépressif, vous lui coupez les pouces. Tout le monde fait ça avec son téléphone portable. On scroll, c'est-à-dire qu'on fait défiler l'ensemble des informations sur le mur d'actualité. Ouais. Eh bien, comme on a un cerveau qui cherche de la dopamine, il faut que le scroll stop, ce soit un visuel qui nous fasse arrêter de voir de se dire « Hey, il y a quelque chose d'intéressant sur cette communication » et ça commence par le visuel. Et donc avec ce visuel, il doit y avoir peut-être un mot, une accroche, et il ne faut pas que ça fasse plus de 7 mots, parce que sinon c'est trop long, ça devient... Pardon pour les banquiers, un discours de banquier, bien trop sûr, long, etc. Il faut que ce soit vraiment... On est dans le monde de l'immédiat. Ça doit durer quelques secondes. On a quelques secondes pour faire le job. Et puis, il y a ensuite... La deuxième partie, ça va être ce qu'on appelle le hook. Alors, c'est Capitaine Crochet, donc c'est l'hameçon. C'est la première phrase de votre texte. Et cette première phrase de votre texte, elle se finit, généralement, vous avez une centaine de caractères, et ensuite, elle se finit par 3 petits points. Et ces 3 petits points doivent inciter à lire la suite. Et donc, c'est tout l'art de créer des accroches qui sont intéressantes. Et puis ensuite, il va y avoir le corps de texte, qui va être écrit selon des méthodes de marketing qu'on appelle PASS ou AIDA. Donc PASS, c'est un acronyme, c'est Problem, Agitate, Solution. Donc ça fait mal, hein. Et puis en plus, comme ça fait mal, ça a ça comme conséquence, j'ai une solution, clique ici. Ou alors AIDA, c'est attention, intérêt, désir, action. Donc attention, ça va être le hook. Intérêt et désir, c'est super, ça soulève l'intérêt, ça soulève la curiosité. Je désire en savoir plus, et à la fin, il y a l'action. Et donc c'est la troisième partie, il y a le visuel, le hook, le corps de texte, et donc enfin la 4e partie qui va être ce qu'on appelle le call to action, c'est-à-dire cliquez ici, appelez là, likez ça, etc. Et bien sûr, un seul call to action. Hier, je regardais encore la publication de quelqu'un qui, sur LinkedIn, fait un super... appel à l'action. Elle faisait un super stop scroll, elle faisait un super hook. Vraiment, on avait envie de lire le suite, beau corps de texte. Et puis à la fin, vous avez mon site internet, vous avez ma page LinkedIn, vous avez mon réseau, vous avez ci, vous avez... Où est-ce que je clique en fait? Donc il faut un seul appel à l'action. Une landing page, normalement, c'est un seul appel à l'action. Et LinkedIn c'est tellement évident que personne ne le fait. Oui, et LinkedIn n'est pas forcément une très bonne landing page si on va au point de vue théorique, parce qu'il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de choses cliquables. Exactement. Si tu fais une vraie landing page, il y a un seul lien, quitte à le répéter. Et là, c'est un post en fait. Seul. Et là, on parle de post, donc c'est encore plus important, puisque le post, c'est je soulève une idée, je développe cette idée, et si tu es d'accord avec moi, clique ici, on va en parler plus longtemps. La deuxième chose, c'est l'intérêt des commentaires. Comment on commente? Comment on fait un commentaire intelligent? Parce que ouais, super, bravo, ce n'est pas un commentaire intelligent selon la plateforme. On peut soutenir quelqu'un et lui dire bravo parce que j'ai rien d'autre à dire. Mais néanmoins, si on veut développer son compte, c'est plutôt avoir du commentaire intelligent, apporter du débat, apporter des solutions et développer ça. Et puis la troisième chose que l'on va voir dans cet atelier LinkedIn, ce sont les techniques de growth, donc les techniques de croissance. C'est-à-dire que c'est de la statistique qui se met en place. Il faut que j'ai de plus en plus de relations. Et donc je montre comment cibler les entreprises qui sont, ou plutôt les comptes qui sont mes cibles clients favorites. Et puis, comment les inviter à venir
s'ajouter à mon compte sans chercher à vendre. C'est pas le but au départ. Le but au départ, c'est de créer du lien, créer de la relation, créer de l'engagement. Et ensuite, le business viendra. Et là, effectivement, là, tu as une vision de LinkedIn qui est très marketing, mais moi, je me souviens d'une époque où les gens mettaient leur CV sur LinkedIn. Ça ne signifiait pas qu'ils cherchaient à vendre ou à trouver un emploi. Et on disait, ah tiens, le compte devient actif, donc il cherche du boulot. C'était un petit peu ce qu'on se disait, tant qu'il ne bouge pas, ça va bien. Aujourd'hui, non, il y a de l'effervescence un petit peu partout. J'ai regardé rapidement sur le net, là, il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs. Donc il y a, je veux dire, il y a quoi ? Il y a 10, 15, 20% de la population mondiale. C'est quand même un gros chiffre. Et la question qu'on se pose aussi souvent, parce qu'on est limité aussi sur... Moi, je sais que mon site est multilingue, hein, il a une partie FR, une partie anglaise. Comment on fait pour gérer le multilingue sur LinkedIn? Toi, tu conseilles de rester en français? Alors, malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps, mais en fait, toutes les plateformes, toutes, LinkedIn, TikTok, etc., sont faites pour avoir de la croissance internationale. Donc, et en fait, je ne vais pas répondre à ta question parce que tout mon objectif est de développer le lien local. Et c'est déjà énorme. Donc là, parce tu l'as dit, c'est en français. Les TPE, PME, elles cherchent des liens locaux. Oui. Je veux dire, je suis maçon, j'ai rien à faire avec un Strasbourgeois. Dans ton cercle, dans ton environnement ici, effectivement, tu es en français, tu es en local. Exactement. D'accord. Et sur LinkedIn, on voit arriver énormément d'entreprises, effectivement, qui sont ce qu'on appelle des solopreneurs, des infopreneurs, qui sont des gens qui, avant, qui vendaient des PDF, aujourd'hui, ils vendent autre chose, etc. Mais ce sont des gens qui ont rincé, mais vraiment exploité TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, et qui arrivent sur LinkedIn en disant wow, c'est un Eldorado, les mecs ils n'utilisent pas nos techniques qu'on utilise. Donc ils ont eu énormément de compétences en communication et ils s'adressent à des entreprises qui comprennent pas leur langage, quoi. Tu veux gagner 10 000 balles par mois, tu veux aller à Dubaï, etc. Non, moi je voudrais déjà vendre 2 fenêtres de plus par mois, ce serait déjà pas mal, tu vois. Et donc c'est juste ça le truc. Et en fait, LinkedIn, c'est d'utiliser la plateforme avec une ambition locale. Et ce sera déjà énorme d'avoir un réseau résilient local, ce qui permet d'avoir de la pérennité dans son entreprise. Dis donc, en fait, une page LinkedIn, c'est beaucoup plus complexe qu'on y pense au premier abord. Surtout que, moi, je constate qu'il faut s'en occuper en permanence. C'est ça. La page que j'avais il y a 15 ans, forcément, elle est plus adaptée au jour d'aujourd'hui. Une fois par mois, je révise ma page LinkedIn. D'accord, donc c'est vraiment un investissement temps. Ah oui, c'est du temps. En fait, mais tout ça fait partie de l'acronyme ARE. Attention, acquisition, rétention, recommandation, rémunération. Oui. Et on a trop longtemps oublié les 2 derniers R. Et oui. Ils sont très importants et durant trop longtemps, on les a oubliés. Et le compte profil fait partie de rétention et recommandation, alors que la plupart des gens se fixent sur l'attention. Mais l'attention, c'est prends une trompette, va dans la rue, il n'y a aucun souci, quoi. Mais c'est pas grâce à ça que les gens vont venir vers toi. Il va y avoir tout un système de communication à mettre en place avec une ligne éditoriale. Alors la ligne éditoriale, on peut en faire beaucoup de pataquès. C'est qu'est-ce que tu vends ? C'est ça. Qu'est-ce que tu vends ? Parce que si on ne veut pas perdre de temps, on doit investir du temps, mais ne pas le perdre, c'est de le faire de façon consciente, de le faire de façon, non pas pour s'excuser de ne pas avoir de clients et dire je suis sur LinkedIn, j'ai publié, donc j'ai fait le job. Non. C'est qu'est-ce que tu vends et comment tu le vends et pourquoi tu le vends et qui est derrière tout ça, quelles sont tes valeurs, etc. Et donc ça fait des prétextes à communication assez intéressants. Bon, à ton avis, LinkedIn, ça va évoluer comment ? On peut s'attendre à quelle tendance à l'avenir ? Alors, il va rester comme il est ou c'est amusant la question que tu me poses, parce que le dernier post que j'ai fait hier, c'est à partir du moment où LinkedIn ouvre sa plateforme à tous ces infopreneurs qui viennent vendre du rêve de l'indépendance, de vendre depuis son canapé en tongs, etc. Quel est quand ces gens-là vont s'adresser aux maçons, à l'assureur et vont faire du bruit et vont prendre toute la place sur LinkedIn, les vrais gens de la vraie vie qui sont sur LinkedIn, à qui on a dit c'est un super réseau, etc. et qui voient que finalement c'est pas mieux que Facebook, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et c'est ça la question de marché en fait. C'est est-ce que LinkedIn n'a pas commis quelque part une erreur ou est-ce qu'ils ne vont pas développer quelque chose d'encore plus intéressant, c'est ça la question. Ça on verra parce que c'est anglo-saxon, c'est libéral, donc le marché va s'adapter. On te trouve comment, Pascal ? Pascal Percheron sur LinkedIn. Bon, merci Pascal. Créateur de solutions marketing. Au revoir tout le monde, merci. À bientôt. RLP Business.
Radio Libre en Périgord.